comme Christophe vient de dire, je vais encore une fois, pour les habitués, présenter SatDump et plus précisément, mais plutôt sur la fin, les changements, à la fois ceux qui sont déjà publics et qui arriveront un petit peu plus tard pour la version 2.0, qui est en développement depuis maintenant, ça s'approche bientôt des 2 ans quand même, donc il fallait bien commencer à un moment. Alors ensuite, oui, donc pour commencer, je vais déjà juste faire une introduction plus globale sur ce qu'est SatDump, parce que je ne suis pas sûr que la majorité ici savent ce que c'est. Et donc, en gros, ce que fait SatDump, alors plus, je reviens là-dessus après, plus à titre historique, mais même si l'idée reste toujours la même, c'est d'abord de commencer par recevoir un signal donc avec du matériel SDR qui peut être à peu près n'importe lequel. Donc, dans ce cas-là, ça c'est une antenne que j'ai chez moi, juste à titre d'exemple, enregistrer le signal, puis faire toute la démodulation, extraire des données. Donc là, en bas, c'est des données, je crois que ça venait d'Orion d'ailleurs pour le coup, mais bon, voilà, il me semble. Oui. Oui, ça c'est chiffré. Oui, donc ça venait d'Artemis 1, juste pour l'anecdote. Et après, de produire une image à partir de données lorsque c'est possible. Donc là, c'est une image d'un satellite russe qui était au-dessus du pôle Nord. Voilà. Ensuite, dans ce qui est possible de recevoir, bon là, il y a beaucoup de choses, c'est une présentation que j'ai réutilisée, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus valides, mais je reviens juste après sous forme de parenthèse. C'est ce que beaucoup connaissent dans le domaine du satellite, c'est souvent les satellites à 137 mégas, anciennement NOAA APT, qui aujourd'hui n'existent plus. Je reviens dessus juste après, mais il reste quand même l'émetteur. Et donc, SatDump était capable de le gérer, et même à partir de l'APT, de générer des données équivalentes à ce qui peuvent être fournies par une agence météorologique, comme on le voit ici. Les petites différences, c'est dû à l'angle de vue, comme dans un cas, c'est un satellite en orbite basse, et l'autre, un satellite géostationnaire. Donc, c'est normal. Bon, pour revenir sur ce que je disais juste avant, les satellites APT, donc NOAA 15, 18 et 19 n'existent plus aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si on va sur le site de NOAA et qu'on lit ce qui s'est passé, on aurait l'impression qu'ils sont tombés en panne. Sauf qu'en fait, il y a eu quelques petites bizarreries dans cette histoire. C'est que déjà, ce qu'on voit ici, c'est le signal de NOAA 19 suite à la soi-disant panne de batterie. Le problème, c'est que lorsque cette image qui venait de la station chez moi que j'ai montré avant a été prise, en fait, le satellite avait été dans l'obscurité depuis déjà plus normal et fonctionnait toujours parfaitement. Et bon, je n'ai pas mis tous les graphiques qui vont avec, mais en comparant la télémétrie que je peux décoder, qui peut être décodée par SatDump, avec la télémétrie normale quand le satellite est en fonction, en fait, tous les instruments fonctionnaient et étaient encore actifs, les données n'étaient juste pas transmises. Donc en fait, là, il était en train d'être dans un mode qui détruit totalement les amplificateurs, qui n'est pas censé exister, alors qu'il fonctionnait parfaitement en réalité et que les instruments tournaient encore. Et quelques heures après ça, il a été coupé, soi-disant à cause d'un problème. Le problème, c'est que s'il y avait le problème de batterie qui disait, on l'aurait vu dans les télémétries, puisqu'on sait exactement où c'est documenté. Donc voilà, j'en dirai pas plus jusque-là, vous pouvez faire trouver votre propre conclusion. Sinon, pour l'autre anecdote, bon, ça c'était lorsque NOAA 15 a été coupé, donc c'est l'image que j'ai reçue pendant que j'étais à Vienne à ce moment-là. C'était, voilà, à côté l'image du signal qui s'arrête, mais sauf qu'en fait, encore une fois, de 1, le satellite était en parfait état, et il était en si bon état que quelques heures après, quelqu'un d'autre, dans ce cas-là en Allemagne, a reçu les 2 images qu'on voit à côté, dans le coin en haut à droite, qui, en fait, il s'était rallumé tout seul. Il n'avait pas été éteint correctement. Et il continuait à produire des images qui étaient totalement inutilisables, parce qu'il ne s'était pas forcément pas rallumé correctement, mais bon, c'était quand même assez amusant à voir. Et bon, bien sûr, il tournait sur lui-même. Là, les problèmes de couleur qu'on voit là, c'est parce que disons que les ADC et le moteur ne tournaient plus exactement comme à la fréquence voulue, donc forcément, c'était du gros n'importe quoi. Mais bon, voilà. Donc, pour fermer cette parenthèse-là, en montant un petit peu en fréquence, ce que beaucoup connaissent aussi, c'est sûrement tous les satellites METOP. Donc ici, quelques exemples de données qui viennent, y compris de satellites comme NOAA, mais bon, forcément aujourd'hui on ne peut plus les recevoir, mais ils produisaient des données à peu près identiques à ce que METOP fournissait, à la différence que sur METOP, il y a par exemple le radar qu'on peut voir ici, qui est l'ASCAT. Mais bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus cette fois-ci. Et sinon, sur METOP et sur les autres également, on peut également recevoir tout ce qui est par exemple des données qui viennent de radiomètres dans le domaine des micro-ondes. Donc par exemple en bas, on voit justement la vapeur d'eau à différentes couches de l'atmosphère, etc. Et à côté, c'est l'instrument IASI, mais bon, qui en ne fait... À moins d'y passer beaucoup plus de temps, ce sera compliqué d'expliquer l'intérêt de celui-là.
Bon, ensuite, encore aux alentours des mêmes fréquences, donc toujours avec SatDump, pas forcément, on peut décoder des satellites géostationnaires. Donc, il n'y a forcément pas Météosat, en tout cas pour l'instant, parce qu'il n'y a plus de quoi que ce soit qui peut facilement être décodé depuis cela. Donc ici, c'est un satellite qui a été déplacé, un ancien satellite GOES, donc dans ce cas-là, GOES 13 à l'époque, mais maintenant c'est GOES 15, et potentiellement GOES 14 qui s'est mis à bouger récemment au-dessus de l'océan Indien, qui peut être décodé. Et bon, ici j'ai une image du satellite GOES 16, bon, maintenant qui a été remplacé par GOES 19 au-dessus des États-Unis. Et sinon à côté, c'est le satellite Electro L3 russe, et qui d'ailleurs sera sûrement déplacé au-dessus de l'Europe dans pas très longtemps, puisque le Electro L5 a été lancé, et que Electro L2, qui avait la bandelle qui dysfonctionnait, va être décommissionné et remplacé. Mais bon, on verra ça dans on ne sait pas combien de temps, puisque forcément ces informations-là ne sont pas vraiment publiques. Bon, ensuite, en montant encore un petit peu en fréquence, on peut arriver sur tout ce qui est la bande S. Donc là, j'ai mis quelques images. Donc c'est principalement des satellites dans ce cas-là. Alors, les images du Soleil, ça vient d'un satellite de l'ESA Proba 2. Donc c'est dans les ultraviolets extrêmes. Donc bon. Voilà, c'est presque des rayons X. À côté, ce sont deux images du satellite Proba 1, donc une de 5 mètres de résolution, l'autre d'environ 30 mètres de résolution. Et en dessous, c'est une collection de quelques exemples. Celles qui sont tout en bas à droite, c'est les images des satellites DMSP, qui sont des satellites anciennement classifiés, mais maintenant déclassifiés du département de la défense américain. Donc, bon, ils ne sont pas chiffrés, on a le droit de les décoder, les données étaient déjà publiques, même quand ils étaient classifiés, je précise. Hein. Voilà. Et sinon, c'est des données d'un radar. Enfin bon, ici, c'est une image encore qui vient d'un satellite japonais. Dans ce cas-là, c'est Inode. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Ensuite, et là, ça peut en intéresser certains justement juste avant avec des antennes un petit peu plus grosses, c'est que l'image à gauche ici, c'est une image qui vient de la sonde Discover, qui a été décodée par l'observatoire d'Amsaddeh à Borum. Et donc là, on peut voir par exemple qu'il était en train d'être reçu avec un niveau de signal qui est quand même très correct, mais bon, il faut en atteindre un petit peu plus grosse. Et à côté, il n'y a pas besoin de l'antenne plus grosse, mais j'ai mis quelques images. Bon, dans ce cas-là, les images de Falcon quand la vidéo pouvait encore être reçue, mais maintenant c'est chiffré. Et quelques images du VSQ-SAT-NG, parce que bon, c'est aussi également assez amusant à décoder. Et à côté, tout au bout, c'est une image de Blue Hawker 3, mais bon, c'était juste une caméra sur le côté, un peu par hasard. Voilà. D'accord. Alors ensuite, en montant encore un petit peu en fréquence, on peut également traiter c'est généralement un petit peu plus récent. Donc là, c'est une image qui vient du satellite, normalement je pense que c'est NOAA 21, celui-là. Donc plus récent, avec des débits beaucoup plus élevés. Donc forcément, il faut une antenne un petit peu différente, donc c'est toujours sur une parabole, bien sûr, mais bon, voilà. Sinon, il y a quelques images de satellites chinois. Les satellites NOAA plus récents, après le 19, leur instrument est également capable de détecter les lumières urbaines la nuit, donc c'est ce qu'on voit sur le côté. Et dans le cas du satellite chinois Fenghen 3E, on a également un imageur solaire équivalent à Proba 2 qui est visible ici. Et celui du dessus, là, c'est aussi un satellite chinois, mais qui a un orbite très particulier, qui reprend en fait, pour ceux qui ont peut-être connu TRAM, qui était en gros un programme surtout pour surveiller les tropiques à l'époque, et celui-là reprend un orbite similaire, et donc c'est pour ça qu'on a une image uniquement de cette partie-là de la France, puisque l'inclinaison est beaucoup plus faible. Mais bon, voilà, c'est juste pour l'anecdote. Ensuite, en augmentant un petit peu les débits et potentiellement la complexité de réception, bon après ça dépend aussi de sa position géographique forcément, j'y reviens dans 2 secondes, on peut commencer à recevoir par exemple les données enregistrées et retransmises vers Svalbard de certains satellites. Donc par exemple là, au-dessus c'est une image qui vient de Landsat, de l'instrument TIRS, donc pas de plus haute résolution, mais c'est quand même du Landsat. Pour ceux qui demandent pourquoi il n'y a pas les images de 30 mètres de résolution, c'est parce qu'il utilise un algorithme de compression qui n'est pas documenté. Donc même si ce n'est pas chiffré, il y a du travail à faire avant d'extraire les images. En dessous, c'est l'image. Donc là, l'image des États-Unis, elle a été reçue en fait chez moi en France. Mais c'était en fait des données qui partaient dans ce cas-là vers Kiruna, que j'ai pu intercepter également et traiter de la même façon que celle habituelle. Là, cette image-là, qui est de résolution un petit peu plus élevée, donc aux alentours des 60 mètres, c'est l'image d'un satellite russe, Météor, les mêmes que ceux qui peuvent être reçus en VHF et en bande L.
cette image-là, c'est également, si vous vous souvenez des instruments micro-ondes sur Metop, c'est la même chose, mais de Météor, mais dans ce cas-là, c'était en train d'être transmis vers Moscou. Donc c'est en fait en réalité une journée complète de données enregistrées qui est transmise sur un seul passage, donc c'est assez amusant puisqu'on voit le monde entier. Et sinon, à côté, c'est des images du satellite Electro L2 qui peut être reçu, mais uniquement en bande X, et donc, puisque la partie bande N ne fonctionne pas suite à des dysfonctionnements, enfin bon, voilà, longue histoire. Ensuite, alors celui-là n'existe plus maintenant, mais ça venait de Tubin, d'un satellite de l'université de Berlin, qui permettait, bon, normalement c'est censé être une vidéo à côté, mais pour je ne sais quelle raison, ça ne fonctionne pas là. Alors, j'ai parlé de Météosat avant, qui bien sûr n'est pas possible pour la majorité des amateurs, mais avec une antenne plus grande, on peut quand même décoder les données brutes. Donc, un ami en Pologne s'est amusé à le faire. Donc voilà, encore une fois, pour montrer que ce n'est jamais vraiment impossible tant que c'est pas chiffré. Là, alors ça, je l'ai mis plus parce que j'étais sûr que ça allait être assez intéressant et que l'année dernière, j'ai pas pu en parler, mais ça date en réalité il y a presque 2 ans. C'est ceux qui connaissent la sonde JUICE, quand elle est revenue, donc il y avait à peu près 2 ans, puisqu'on y est bientôt pour un second retour à quelques mois près. En fait, quand cette sonde-là venait et elle est passée, donc déjà avoir une assistance gravitationnelle de la Lune et de la Terre, et forcément en revenant, le signal était un peu plus fort. Donc avec Borum, on a vu que le signal commençait à devenir plus que décodable, donc on a commencé à collecter des données que j'ai analysées, et puis après un peu d'analyse, j'ai pu en sortir une partie et que j'ai publiée. Donc sans entrer dans... Bon, pareil, c'est censé être une vidéo, la même que celle qui avait été publiée par l'ESA, sauf que j'avais publié avant, sinon c'est pas drôle. Et bon, voilà, c'était juste pour dire que ça a été fait aussi, mais bon là dans ce cas-là avec une antenne de 20 mètres, hein, forcément. Et bon ensuite c'était aussi... Ah non, c'est là que c'était animé. Bon, je sais pas pourquoi les autres marchaient pas alors, mais voilà. Donc ça c'est les données qui étaient obtenues et publiées à peu près une journée avant que l'ESA publié les leurs. Enfin voilà, encore une fois pour l'anecdote puisque ça commence à dater un petit peu. Ensuite, dans les autres sondes qui peuvent être décodées assez facilement, c'était stéréo A. Donc, encore, c'est des trucs dont j'avais déjà parlé, mais que je remets pour l'introduction. Le point qu'on va se déplacer là-bas, c'était Mercure en transit. Donc, ce ne sont que des données radioamateurs, et une bonne partie des données affichées ici n'ont pas été reçues par la NASA, puisque c'était dans une partie où ils n'ont actuellement pas d'antenne qui couvre cette partie-là au-dessus du Pacifique. Donc, voilà. Et si ça va bien fonctionner. Ensuite, alors là, je rentre un peu sur ce qui est de la version 2 de SatDump, c'est que pour commencer par le plus simple, et il y a déjà eu forcément de nouveaux satellites supportés. Donc dans les plus récents, il y a eu METOP SGA-1 qui est l'un des derniers satellites météorologiques européens. Actuellement, il y a très peu de données qui ont été publiées par EUMETSAT. Mais en fait, c'est pas un problème puisqu'ils doivent bien les transmettre avant. Donc, j'ai implémenté un décodeur à partir de données qui ont été reçues par des amateurs, et bon, moi-même inclus, comme ce qu'on voit là. Bon, là, dans ce cas-là, c'était lorsque j'étais avec un ami en Italie, donc techniquement, c'était pas mon setup, mais bon, j'étais quand même là. Et j'ai écrit des décodeurs. J'ai fait tout le reverse engineering pour extraire toutes les données. Et actuellement, c'est le seul moyen d'obtenir des données de METOP SG, puisque actuellement aucun autre logiciel officiel n'a été publié et les données ne sont pas encore publiques. Donc là, c'est l'instrument 3MI qui est assez intéressant puisque justement, c'est entre guillemets, juste une sorte de caméra, bon, plus compliqué que ça, qui prend une image en dessous pour en fait être capable de générer des vues 3D des nuages. À côté, dans ce cas-là, c'est un imager micro-ondes. Là, au centre, c'est l'instrument Sentinel-5. Au-dessus, c'est encore du 3MI. Et à droite, c'est le MET-Image, l'instrument principal. Enfin, voilà. Et j'ai aussi parlé un peu de Météosat tout à l'heure, mais je n'ai parlé que de l'ancienne génération. Mais forcément, j'ai aussi tenté de décoder les plus récents. Donc dans ce cas-là, c'était l'été dernier, lorsque j'étais à l'observatoire de Panskavec du côté de Prague. Et en fait, on s'est amusé à monter sur une parabole encore une fois, c'était pas mon matériel, mais on a pu le faire à 26 gigas pour tenter de recevoir les données brutes, puisqu'encore une fois, les données ne sont pas publiées ou disponibles d'une manière plus simple qu'en décodant les données brutes directement. Alors ça a fonctionné, j'ai réussi à le démoduler. Le problème, c'est que c'est chiffré cette fois-ci, donc ce ne sera pas possible. Ensuite, dans quelque chose que certains ont sûrement déjà vu, mais qui est dans les autres grosses additions qui va sûrement intéresser beaucoup dans SatDump, au niveau des satellites, c'est
ce genre d'images qui peuvent être obtenues à partir de certains satellites russes. Donc les plus hautes résolutions d'avant, c'était du 2 mètres, enfin du 5 mètres. Là, c'est 2 mètres, mais sur 20 km, et non pas juste sur quelques centaines de mètres. Ce sont les satellites Canopus 5, dont il y en a actuellement 6 en opération, qui transmettent tous les jours vers Moscou, donc qui sont relativement simples à recevoir, à un détail près qu'il y a un problème au niveau matériel sur leur transmetteur band X, qui fait que la modulation qui est censée être du QPSK propre, en réalité, est pas vraiment très propre. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est à la limite de ce qui peut être fait en tant qu'amateur, on peut dire ça comme ça, et que ce soit d'un point de vue technique, plutôt à cause du chiffrement qu'il y a sur des trucs de plus haute résolution, ou pour des raisons légales aussi, évidemment. Mais ça, c'est des données publiques qui sont disponibles sur le site de Roscosmos directement. C'est du civil. Ce n'est pas du militaire, je le précise. Voilà. Ensuite, voici sinon une autre image. Alors, par contre, ne me demandez pas où c'est. Hein. Tout ce que j'ai oublié de montrer là, c'est on peut voir les avions sur la piste. À côté, si vous regardez bien, on peut voir quelques voitures. Alors, à côté, c'était une ville en Iran, pour le coup. Forcément, ils surveillaient déjà énormément l'Iran, en Russie, même si c'est du civil. Là, on observe une ville, on peut voir un petit bout de nuage en haut, mais encore une fois, je ne sais pas où c'est, parce que, mine de rien, forcément, même si c'est assez bien documenté, puisqu'on est censé, entre guillemets, pouvoir les recevoir ceux-là, ils ne donnent pas vraiment les spécifications exactes de comment ils encodent les données, y compris, par exemple, les données de position et des choses comme ça. Donc, je suis en train de faire le reverse engineering pour être capable de les géolocaliser automatiquement, mais c'est pas encore fini, donc actuellement, il faut juste deviner à partir de l'image d'où ça vient. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que là, c'est même pas 1% de l'image complète, ce que je vous montre. L'image complète en PNG fait une vingtaine de gigas pour un passage. Bon, sinon, encore une autre qui a été reçue par quelqu'un hier. Donc, encore une fois, je n'ai aucune idée d'où c'est. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Bon, alors sinon, pour passer sur la deuxième partie qui est plutôt sur la version 2, donc ça change entre guillemets totalement de sujet, mais bon. Ah. Bon, je peux laisser ça s'il y en a qui veulent regarder pendant que je parle. Bon, non. Mais donc, pour faire un peu d'historique sur cette dump, le projet aujourd'hui, clairement, fait beaucoup de choses, c'est-à-dire que ce soit l'automatisation de la réception, le décodage d'énormément de différents types de données satellites, tout le traitement des données qui va avec, y compris la calibration vers des données scientifiques qui sont exploitables, etc. Sauf que globalement, le problème, c'est qu'au début, cette dump, c'était pas du tout prévu pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à développer ça parce que je voulais, après avoir fait les satellites NOAA et Météor en VHF, pouvoir décoder des trucs un petit peu plus intéressants, donc en 1,7 giga en HRPT. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment de logiciel disponible, donc j'ai commencé à faire des petits trucs en ligne de commande, juste pour décoder dans ce cas-là, les Métop et les Fangun des Chinois qui n'existent plus aujourd'hui, mais bon. Ça a fonctionné, sauf qu'ensuite j'ai publié tout ça, ça a commencé à devenir assez populaire parce que il n'y avait pas vraiment de décodeur disponible avant. Il y en a qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien plutôt avoir un GUI, et donc c'est comme ça que j'ai commencé par en gros prendre tous les petits bouts de code que j'avais par-ci par-là, qui étaient des petits logiciels à utiliser sous Linux, et en faire un GUI qui était la première version de SatDump qu'on voit ici. Comme on peut voir, comparé à ce qu'il y a aujourd'hui pour ceux qui connaissent, il n'y avait pas grand-chose. Bon, ensuite, après avoir fait ce truc-là, il y en a qui m'ont demandé de rajouter de plus en plus de choses, et moi-même, je souhaitais rajouter de plus en plus de choses. Donc, il y a eu une première version qui était version 0, entre guillemets, puisque j'avais pas voulu faire version 1 parce que je savais que ça allait beaucoup changer pour une vraie version 1, mais où j'avais en gros, c'est toujours à peu près la même interface que la première version, mais où j'avais déjà rajouté énormément de traitement de données, et non plus juste la capacité de juste traiter un enregistrement, mais également de traiter des données en temps réel, etc. Mais le problème, c'est que cette version-là est devenue aussi beaucoup trop lourde, etc. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai fait une énorme erreur sur ce slide, puisque j'ai oublié de mettre la version 1. Mais bon, on va imaginer qu'elle y est, et puis c'est pas trop grave, c'était pas trop différent de celle-là, mais bon, donc il y avait déjà eu, après cette première version entre guillemets 0, une obligation de réécrire une bonne partie parce que c'était devenu presque inutilisable de mon point de vue, pour rajouter des fonctionnalités parce que ça n'avait jamais été conçu pour, donc ça a été refait une première fois, sauf que forcément, au bout d'un petit moment, rebelote, c'est quand on passe de quelque chose qui a été fait juste pour traiter des données uniquement
et qu'après on commence à rajouter un truc qui permet de les utiliser, de faire toute la partie de projection géographique, etc., 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 c'était plus vraiment viable, et surtout par exemple avec la partie d'automatisation de la réception qui avait été mise dans le GUI comme ça, donc j'avais une version CLI qui était un peu différente à côté, c'était fonctionnel mais pas forcément si bien que ça, et donc j'en arrive maintenant à faire une version 2 qui est celle qu'on peut voir tout à droite, qui contrairement aux versions d'avant, cette fois-ci devrait être un petit peu plus documentée. Parce que c'est un autre très gros problème, et puis que documenter un projet a posteriori quand on n'a pas d'informations, c'est aussi un peu compliqué. Donc, pour faire une première partie de ce qui a changé, alors dans les gros points qui ont nécessité en fait de réécrire presque 50% du truc, c'était le stockage des données après le décodage des données brutes. C'est-à-dire qu'en gros, ce que ça fait, c'est qu'il extrait après la démodulation et tout ça, bah, on récupère des paquets qui viennent du satellite, qu'il faut ensuite extraire pour en faire des images, etc. Sauf que ce ne sont pas que des images, il y a toutes les données de calibration radiométrique, donc par exemple pour en faire des températures ou des radiances, etc. Mais également la partie géographique, plus à chaque instrument n'est pas vraiment conçu pour être utilisé directement. Il y a beaucoup de traitements supplémentaires. Donc par exemple, si on prend cette image-là, vous remarquerez peut-être qu'il y a la partie en bleu qui est légèrement inclinée par rapport au reste. En fait, c'est parce que dans cet instrument-là, qui est du satellite Arctic Weather Satellite de l'ESA, bah, en fait, il y a plusieurs points de vue différents qui ont des angles différents. Bah ça, typiquement, c'était le genre de cas qui, dans la version d'avant, je n'étais pas capable de gérer sans d'abord les réaligner. Sauf que les réaligner avant, ça veut dire que si ce n'est pas fait correctement, bah, il faut s'embêter à le refaire dans l'autre sens, qui est encore pire. Donc, voici, dans ces deux exemples-là, une des raisons qui a obligé à tout réécrire, c'est de changer le format pour être capable de gérer ce genre de cas de manière beaucoup plus universelle et puis avoir besoin de le faire à chaque fois en spécifique. Sinon, c'est pareil, dans la partie de traitement des images, c'est aussi très intéressant d'être capable de corriger pour l'illumination en fonction de la période de l'année, de l'angle du soleil, etc. Parce que si on ne le fait pas, bah, entre deux images par exemple qu'on verrait ici, on aurait en réalité la partie au niveau de l'Islande là-haut serait totalement noire. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas forcément assez de lumière pour avoir une image puisqu'on l'a, mais parce que par rapport au reste, ce ne serait pas corrigé. Donc pour faire des composites comme ce que je fais ici, bah, c'était problématique. Et en plus, pour le faire d'un point de vue scientifique, bah, on est obligé de corriger ça parce que sinon, bah, on rajoute un facteur qui est légèrement problématique pour bah, plutôt faire de la météorologie avec. Donc ensuite, dans le même genre que cette partie de traitement d'image, donc là je reviens sur l'image qui est dans le coin en haut à droite, c'est que pour la génération, encore une fois, d'images, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites dans le code directement et c'était pas forcément si flexible que ça. Donc maintenant il est possible avec tous ces changements, de générer le genre d'image qu'on voit là, qui en fait est un composite entre une carte qui permet juste de faire la séparation terre-mer avec juste au-dessus un canal infrarouge légèrement filtré qui a été overlay par-dessus, mais purement avec le langage entre guillemets un système d'équation ou d'expression de composite dans cette dump qui peut être fait par un utilisateur en lisant la documentation qui cette fois-ci existe. Et l'autre problème qu'il y avait avec le stockage des produits, c'était que bah, pour des données comme ce qu'on voit en dessous, qui dans ce cas-là ce sont des données de radiation, je ne sais plus exactement à quel niveau d'énergie, mais bon, ce n'est pas très important dans ce cas-là, du satellite JSON 3, qui permet dans ce cas-là de mettre en évidence l'anomalie sud-américaine, bah, le problème c'est que ce type de données n'était simplement pas géré. Et bah, c'était quand même un petit peu bête parce que c'était géré dans la version 0, dans la version 1 ça avait été supprimé, ça n'avait jamais été remis parce que c'était trop compliqué à refaire sans un peu tout casser, et donc bah, c'était l'occasion de le faire. Ensuite, ça c'était une fonctionnalité qui existait déjà dans les versions d'avant mais qui n'avait jamais été vraiment rendue facile d'utilisation. Au début volontairement, mais après ça aurait dû être fait, c'est qu'il y a les données officielles fournies par les agences, par exemple le Metsat ou l'ESA directement, qui peuvent être téléchargées depuis Internet ou via, pour ceux qui connaissent, Medcast, qui globalement, il y a des logiciels pour les traiter mais qui ne sont pas si pratiques que ça. Et donc j'avais commencé, moi, pour comparer les données que je produisais à partir des données brutes aux données officielles, à écrire mes propres
lecteur de ces données-là dans SatDump. Au début, c'était à titre entre guillemets privé, mais quand même public, et si quelqu'un voulait l'utiliser, il n'y avait juste pas de support. Hein. Mais au final, dans la version 2, on s'est dit que ce serait sûrement plus intéressant de l'intégrer directement. Et donc, avec tous les changements qui ont été faits, maintenant il suffit de prendre le fichier, de le glisser dessus, et ça fonctionne. Il n'y a plus besoin de faire le bazar d'avant, qui était de le traiter comme un enregistrement IQ pour le mettre dans le bon module. Enfin, c'était vraiment... Si on ne savait pas le faire avant, c'était compliqué. Maintenant, c'est simple. Et surtout, c'est officiellement supporté dans SatDump. C'est plus juste une fonctionnalité d'à côté. Oui, je vois, ne t'inquiète pas. Ensuite, un autre aspect qui a pas mal changé, c'est la manière dont les données et entre guillemets sous-programmes qu'on peut mettre peuvent être mis dans SatDump. Donc par exemple avant, chaque grosse fonctionnalité qui était une forme de programme à l'intérieur de SatDump directement était dans un onglet différent, etc. Là maintenant, tout est dans une seule interface, ce qui permet en fait d'avoir un truc beaucoup plus modulaire. Donc en fait, avant, si je voulais par exemple rajouter une fonctionnalité, disons recorder, ou enfin une nouvelle version pour optimiser la DSP, j'étais bloqué, j'étais obligé de changer totalement et ça embêtait tout le monde. Alors que là, je peux simplement en rajouter une deuxième version et puis l'utilisateur choisit laquelle il veut rajouter, c'est beaucoup plus modulaire et donc voilà. Bon, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais accélérer un petit peu quand même. Et donc ensuite, là, la manière dont ça se fait aujourd'hui, c'est une arborescence. Donc on peut voir que à la place d'avoir le système de projection qu'on peut voir un petit peu ici, qui était assez peu flexible, maintenant on peut simplement glisser les différents layers qu'on veut mettre là-dessus et puis ensuite, disons que c'est une interface beaucoup plus universelle, donc encore une fois j'accélère un petit peu. Ensuite, sinon, comme il est maintenant possible d'avoir ce genre d'outils, il y a des fonctionnalités en plus dans SatDump. Bon, certaines qui sont plus pour moi, mais que je laisse quand même disponibles. Donc, par exemple, il y a la possibilité de générer des luttes, donc plutôt pour la partie composite. Il y a également, moi ce que je fais quand je fais du reverse engineering, c'est que je regarde directement donc avec des matrices de bits comme ce qu'on voit ici, les données brutes, c'est parce que le faire visuellement est beaucoup plus simple. Sauf que les outils existants, quand on leur met 50 gigas de données d'un seul passage, ils ont un peu de mal, pour être gentil. Donc j'en ai fait un moi-même. Oui. Donc maintenant, il y en a un dans SatDump que j'utilise moi, qui a des fonctionnalités plus spécifiques pour par exemple le traitement des données CCSDS, etc., qui maintenant est disponible et s'intègre d'ailleurs très bien dans la nouvelle interface. Et comme pour ceux qui connaissent aussi GNU Radio, disons que parfois il y a des défauts quand même, et ça devient un peu compliqué à utiliser pour certaines choses que je fais, surtout au niveau des performances. Donc j'ai fini par décider de refaire un équivalent moi-même dans SatDump directement. Bon, le but c'est pas de le remplacer totalement, hein. C'est pas la même chose, c'est plus que là, ça me permet de tester ce que je fais moi directement. Et en plus, c'est une très bonne manière de développer ce genre de trucs pour trouver les bugs. Ensuite, en restant un peu sur la partie DSP, alors là, c'est juste un test, mais c'est pour dire que dans ce qui va arriver, il va y avoir une optimisation très importante qui va permettre, alors qu'actuellement, sur un PC standard, on peut à peu près faire environ 6-8 mégas QPSK en direct. Là, par exemple ici, c'était sur mon PC portable et j'étais capable de traiter 47 mégas en QPSK en temps réel. Donc c'est juste un test, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est pour dire que ça va s'améliorer. Et j'aurais un dernier point dont je parle, c'est que quand alors c'est... pour une fois ça marche, mais... Le gros problème qu'il y avait avant, alors là ça paraît un peu bête puisqu'on voit juste deux interfaces synchronisées, mais en fait c'est l'idée justement. C'est que pour la partie des stations automatiques, l'utilisation à distance jusqu'à maintenant se faisait soit en CLI et on ne pouvait rien toucher en temps réel, ou en GUI mais il fallait passer par un VNC ou un TeamViewer ou un truc comme ça. Là je mets directement dans SatDump, donc c'est pas encore public et c'est pas fini, tout un système qui permet de gérer une instance de SatDump qui tourne en remote, via différents protocoles réseau directement dans SatDump de manière totalement fluide, sans avoir les problèmes habituels de passer par un autre système, etc. Et je ne vais pas avoir le temps là, mais il est également prévu pour toute la partie de gestion de stations, de réseau de stations. Il y a également tout un travail que j'ai fait là-dessus qui permet d'énormément améliorer tout ça et de l'automatiser beaucoup plus qu'avant. Mais je crois que je ne vais pas avoir le temps puisqu'il reste... c'est bien 3 minutes qui restent en fait. Ah oui, donc c'est bon en fait. Non, je regardais l'heure. Oui. Bon. Et puis sinon là, c'est encore une autre image de Canopus, et puis voilà. Bon, je pense que de toute façon, comme il risque d'y avoir des questions, je vais quand même m'arrêter là, et
Y a-t-il des questions? Tu dors quand? Euh, Quand est-ce que tu dors? Jamais c'est une bonne réponse ou pas? Et du coup, on nous indique sur le chat que la photo que tu avais, c'était une photo du port d'Askut dans Israël, je crois bien, tout du genre. Oui, celle-là je sais, Voilà. celle-là je le savais, celle-là on l'a Donc trouvée. 7,3. Ok, je passe l'info. Qu'est-ce que- Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question concernant le flux vidéo qui est envoyé par QO100, par Oui. exemple. Est-ce qu'il est possible de le décoder avec SatDump? Oui, il est possible de le faire. Alors le seul truc à savoir, c'est que alors il y a un démodulateur DVB-S, pas S2, totalement fonctionnel dans SatDump, qui peut être utilisé pour par exemple la réception de l'ISS ou de QO100 quand il y a du DVB-S. Ouais. Il y a un démodulateur DVB-S2 dans SatDump également, si on sait l'utiliser, qui peut démoduler le QO100 sans problème. Le seul truc, c'est que lorsque je l'avais implémenté, il avait été implémenté pour décoder majoritairement le GRB des satellites GOES américains et l'Imariaway Cast au Japon. Et donc, j'avais sauté certaines parties de la spécification et surtout celle qui fait que ça se verrouille automatiquement. Donc, si on lui dit exactement quel mode code il faut utiliser, ça marche très bien. Mais il va falloir attendre un petit peu avant que ce soit automatique. Mais c'est toujours prévu, c'est juste, il y a tellement de choses à faire que ce sera quand j'en aurai besoin, on va dire, je pense. Merci. Bon. Oui, vraiment il y a une question. Puisqu'on y est bientôt pour un second retour à quelques mois près. En fait, quand cette sonde-là venait et elle est passée, donc déjà avoir une assistance gravitationnelle de la Lune et de la Terre, et forcément en revenant, le signal était un peu plus fort. Donc avec Borum, on a vu que le signal commençait à devenir plus que décodable, donc on a commencé à collecter des données que j'ai analysées, et puis après un peu d'analyse, j'ai pu en sortir une partie et que j'ai publiée. Donc sans entrer dans... Bon, pareil, c'est censé être une vidéo, la même que celle qui avait été publiée par l'ESA, sauf que j'avais publié avant, sinon c'est pas drôle. Et bon, voilà, c'était juste pour dire que ça a été fait aussi, mais bon là dans ce cas-là avec une antenne de 20 mètres, hein, forcément. Et bon ensuite c'était aussi... Ah non, c'est là que c'était animé. Bon, je sais pas pourquoi les autres marchaient pas alors, mais voilà. Donc ça c'est les données qui étaient obtenues et publiées à peu près une journée avant que l'ESA publié les leurs. Enfin voilà, encore une fois pour l'anecdote puisque ça commence à dater un petit peu. Ensuite, dans les autres sondes qui peuvent être décodées assez facilement, c'était stéréo A. Donc, encore, c'est des trucs dont j'avais déjà parlé, mais que je remets pour l'introduction. Le point qu'on va se déplacer là-bas, c'était Mercure en transit. Donc, ce ne sont que des données radioamateurs et une bonne partie des données affichées ici n'ont pas été reçues par la NASA, puisque c'était dans une partie où ils n'ont actuellement pas d'antenne qui couvre cette partie-là au-dessus du Pacifique. Donc, voilà. Et si ça va bien fonctionner. Ensuite, alors là, je rentre un peu sur ce qui est de la version 2 de SatDump, c'est que pour commencer par le plus simple, et il y a déjà eu forcément de nouveaux satellites supportés. Donc dans les plus récents, il y a eu METOP SGA-1 qui est l'un des derniers satellites météorologiques européens. Actuellement, il y a très peu de données qui ont été publiées par EUMETSAT. Mais en fait, c'est pas un problème puisqu'ils doivent bien les transmettre avant. Donc, j'ai implémenté un décodeur à partir de données qui ont été reçues par des amateurs, et moi-même inclus, comme ce qu'on voit là. Bon, là, dans ce cas-là, c'était lorsque j'étais avec un ami en Italie, donc techniquement, c'était pas mon setup, mais bon, j'étais quand même là. Et j'ai écrit des décodeurs. J'ai fait tout le reverse engineering pour extraire toutes les données. Et actuellement, c'est le seul moyen d'obtenir des données de METOP SG, puisque actuellement aucun autre logiciel officiel n'a été publié et les données ne sont pas encore publiques. Donc là, c'est l'instrument 3MI qui est assez intéressant puisque justement, c'est juste, entre guillemets, juste une sorte de caméra, bon, plus compliqué que ça, qui prend une image en dessous pour en fait être capable de générer des vues 3D des nuages. À côté, dans ce cas-là, c'est un imager micro-ondes. Là, au centre, c'est l'instrument Sentinel-5. Au-dessus, c'est encore du 3MI. Et à droite, c'est le MET-Image, l'instrument principal. Enfin, voilà. Et j'ai aussi parlé un peu de Météosat tout à l'heure, mais je n'ai parlé que de l'ancienne génération. Mais forcément, j'ai aussi tenté de décoder les plus récents. Donc dans ce cas-là, c'était l'été dernier, lorsque j'étais à l'observatoire de Panskavec du côté de Prague.
Et en fait, on s'est amusé à monter sur une parabole beaucoup. Enfin, encore une fois, c'était pas mon matériel, mais on a pu le faire à 26 gigas pour tenter de recevoir les données brutes, puisqu'encore une fois, les données ne sont pas publiées ou disponibles d'une manière plus simple qu'en décodant les données brutes directement. Alors ça a fonctionné, j'ai réussi à le démoduler. Le problème, c'est que c'est chiffré cette fois-ci, donc ce ne sera pas possible. Ensuite, dans quelque chose que alors certains ont sûrement déjà vu, mais qui est dans les autres grosses additions, qui va sûrement intéresser beaucoup dans SatDump, au niveau des satellites, c'est ce genre d'images qui peuvent être obtenues à partir de certains satellites russes. Donc, les plus hautes résolutions d'avant, c'était du 2 mètres, enfin du 5 mètres. Là, c'est 2 mètres, mais sur 20 km, et non pas juste sur quelques centaines de mètres. Ce sont les satellites Canopus 5, dont il y en a actuellement 6 en opération, qui transmettent tous les jours vers Moscou, donc qui sont relativement simples à recevoir, à un détail près qu'il y a un problème au niveau matériel sur leur transmetteur band X, qui fait que la modulation qui est censée être du QPSK propre, en réalité, est pas vraiment très propre. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est à la limite de ce qui peut être fait en tant qu'amateur, on peut dire ça comme ça, et que ce soit d'un point de vue technique, plutôt à cause du chiffrement qu'il y a sur des trucs de plus haute résolution, ou pour des raisons légales aussi, évidemment. Mais ça, c'est des données publiques qui sont disponibles sur le site de Roscosmos directement. C'est du civil. Ce n'est pas du militaire, je le précise. Voilà. Ensuite, voici sinon une autre image. Alors, par contre, ne me demandez pas où c'est. Hein. Tout ce que j'ai oublié de montrer là, c'est on peut voir les avions sur la piste. À côté, si vous regardez bien, on peut voir quelques voitures. Alors, à côté, c'était une ville en Iran, pour le coup. Forcément, ils surveillaient déjà énormément l'Iran, en Russie, même si c'est du civil. Là, on observe une ville, on peut voir un petit bout de nuage en haut, mais encore une fois, je ne sais pas où c'est, parce que, mine de rien, forcément, même si c'est assez bien documenté, puisqu'on est censé, entre guillemets, pouvoir les recevoir ceux-là, ils ne donnent pas vraiment les spécifications exactes de comment ils encodent les données, y compris, par exemple, les données de position et des choses comme ça. Donc, je suis en train de faire le reverse engineering pour être capable de les géolocaliser automatiquement, mais c'est pas encore fini, donc actuellement, il faut juste deviner à partir de l'image d'où ça vient. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que là, c'est même pas 1% de l'image complète, ce que je vous montre. L'image complète en PNG fait une vingtaine de gigas pour un passage. Bon, sinon, encore une autre qui a été reçue par quelqu'un hier. Donc, encore une fois, je n'ai aucune idée d'où c'est. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Bon, alors sinon, pour passer sur la deuxième partie qui est plutôt sur la version 2, donc ça change entre guillemets totalement de sujet, mais bon. Ah. Bon, je peux laisser ça s'il y en a qui veulent regarder pendant que je parle. Bon, non. Mais donc, pour faire un peu d'historique sur SatDump, le projet aujourd'hui, clairement, fait beaucoup de choses, c'est-à-dire que ce soit l'automatisation de la réception, le décodage d'énormément de différents types de données satellites, tout le traitement des données qui va avec, y compris la calibration vers des données scientifiques qui sont exploitables, etc. Sauf que globalement, le problème, c'est qu'au début, SatDump, c'était pas du tout prévu pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à développer ça parce que je voulais, après avoir fait les satellites NOAA et Météor en VHF, pouvoir décoder des trucs un petit peu plus intéressants, donc en 1,7 giga en HRPT. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment de logiciel disponible, donc j'ai commencé à faire des petits trucs en ligne de commande, juste pour décoder dans ce cas-là, les Metop et les Fangun des Chinois qui n'existent plus aujourd'hui, mais bon. Ça a fonctionné, sauf qu'ensuite j'ai publié tout ça, ça a commencé à devenir assez populaire parce que il n'y avait pas vraiment de décodeur disponible avant. Il y en a qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien plutôt avoir un GUI, et donc c'est comme ça que j'ai commencé par en gros prendre tous les petits bouts de code que j'avais par-ci par-là, qui étaient des petits logiciels à utiliser sous Linux, et en faire un GUI qui était la première version de SatDump qu'on voit ici. Comme on peut voir, comparé à ce qu'il y a aujourd'hui pour ceux qui connaissent, il n'y avait pas grand-chose. Bon, ensuite, après avoir fait ce truc-là, il y en a qui m'ont demandé de rajouter de plus en plus de choses, et moi-même, je souhaitais rajouter de plus en plus de choses. Donc, il y a eu une première version qui était version 0, entre guillemets, puisque j'avais pas voulu faire version 1, parce que je savais que ça allait beaucoup changer pour une vraie version 1, mais où j'avais en gros, c'est toujours à peu près la même interface que la première version, mais où j'avais déjà rajouté énormément de traitement de données, et non plus juste la capacité de juste traiter un enregistrement, mais également de traiter des données en temps réel, etc. Mais le problème, c'est que cette version-là
est devenue aussi beaucoup trop lourde, etc. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai fait une énorme erreur sur ce slide puisque j'ai oublié de mettre la version 1. Mais bon, on va imaginer qu'elle y est, et puis c'est pas trop grave, c'était pas trop différent de celle-là. Mais bon, donc il y avait déjà eu, après cette première version entre guillemets 0, une obligation de réécrire une bonne partie parce que c'était devenu presque inutilisable pour, de mon point de vue, pour rajouter des fonctionnalités parce que ça n'avait jamais été conçu pour. Donc ça a été refait une première fois, sauf que forcément, au bout d'un petit moment, rebelote, c'est quand on passe de quelque chose qui a été fait juste pour traiter des données uniquement et qu'après on commence à rajouter un truc qui permet de les utiliser, de faire toute la partie de projection géographique, etc., etc., etc. C'était plus vraiment viable, et surtout par exemple avec la partie d'automatisation de la réception qui avait été mise dans le GUI comme ça, donc j'avais une version CLI qui était un peu différente à côté, c'était fonctionnel mais pas forcément si bien que ça, et donc j'en arrive maintenant à faire une version 2 qui est celle qu'on peut voir tout à droite, qui contrairement aux versions d'avant, cette fois-ci devrait être un petit peu plus documentée. Parce que c'est un autre très gros problème, et puis que documenter un projet a posteriori quand on n'a pas d'informations, c'est aussi un peu compliqué. Donc, pour faire une première partie de ce qui a changé, alors dans les gros points qui ont nécessité en fait de réécrire presque 50% du truc, c'était le stockage des données après le décodage des données brutes. C'est-à-dire qu'en gros, ce que ça fait, c'est il extrait après la démodulation et tout ça, on récupère des paquets qui viennent du satellite, qu'il faut ensuite extraire pour en faire des images, etc. Sauf que ce ne sont pas que des images, il y a toutes les données de calibration radiométrique, donc par exemple pour en faire des températures ou des radiances, etc. Mais également la partie géographique, plus à chaque instrument n'est pas vraiment conçu pour être utilisé directement. Il y a beaucoup de traitements supplémentaires. Donc par exemple, si on prend cette image-là, vous remarquerez peut-être qu'il y a la partie en bleu qui est légèrement inclinée par rapport au reste. En fait, c'est parce que dans cet instrument-là, qui est du satellite Arctic Weather Satellite de l'ESA, en fait, il y a plusieurs points de vue différents qui ont des angles différents. Ça, typiquement, c'était le genre de cas qui, dans la version d'avant, je n'étais pas capable de gérer sans d'abord les réaligner. Sauf que les réaligner avant, ça veut dire que si ce n'est pas fait correctement, il faut s'embêter à le refaire dans l'autre sens, qui est encore pire. Donc, voici, dans ces deux exemples-là, une des raisons qui a obligé à tout réécrire, c'est de changer le format pour être capable de gérer ce genre de cas de manière beaucoup plus universelle et puis avoir besoin de le faire à chaque fois en spécifique. Sinon, c'est pareil, dans la partie de traitement des images, c'est aussi très intéressant d'être capable de corriger pour l'illumination en fonction de la période de l'année, de l'angle du soleil, etc. Parce que si on ne le fait pas, entre deux images par exemple qu'on verrait ici, on aurait en réalité la partie au niveau de l'Islande là-haut serait totalement noire. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas forcément assez de lumière pour avoir une image puisqu'on l'a, mais parce que par rapport au reste, ce ne serait pas corrigé. Donc pour faire des composites comme ce que je fais ici, c'était problématique. Et en plus, pour le faire d'un point de vue scientifique, on est obligé de corriger ça parce que sinon, on rajoute un facteur qui est légèrement problématique pour plutôt faire de la météorologie avec. Donc ensuite, dans le même genre que cette partie de traitement d'image, donc là je reviens sur l'image qui est dans le coin en haut à droite, c'est que pour la génération, encore une fois, d'images, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites dans le code directement et c'était pas forcément si flexible que ça. Donc maintenant il est possible avec tous ces changements, de générer le genre d'image qu'on voit là, qui en fait est un composite entre une carte qui permet juste de faire la séparation terre-mer avec juste au-dessus un canal infrarouge légèrement filtré qui a été overlay par-dessus, mais purement avec le langage entre guillemets un système d'équation ou d'expression de composite dans cette dump qui peut être fait par un utilisateur en lisant la documentation qui cette fois-ci existe. Et l'autre problème qu'il y avait avec le stockage des produits, c'était que pour des données comme ce qu'on voit en dessous, qui dans ce cas-là ce sont des données de radiation, je ne sais plus exactement à quel niveau d'énergie, mais bon, ce n'est pas très important dans ce cas-là, du satellite JSON 3, qui permet dans ce cas-là de mettre en évidence l'anomalie sud-américaine. Le problème, c'est que ce type de données n'était simplement pas géré. Et que c'était quand même un petit peu bête, parce que c'était géré dans la version 0, dans la version 1, ça avait été supprimé, ça n'avait jamais été remis parce que c'était trop compliqué à refaire sans un peu tout casser, et donc c'était l'occasion de le faire. Ensuite, ça c'était une fonctionnalité qui existait déjà dans les versions d'avant, mais qui n'avait jamais été vraiment rendue facile d'utilisation. Au début volontairement, mais après,
ça aurait dû être fait, c'est que il y a les données officielles fournies par les agences, par exemple le Metsat ou l'ESA directement, qui peuvent être téléchargées depuis Internet ou via, pour ceux qui connaissent, le Medcast, qui globalement, il y a des logiciels pour les traiter, mais qui ne sont pas si pratiques que ça. Et donc j'avais commencé, moi, pour comparer les données que je produisais à partir des données brutes aux données officielles, à écrire mes propres lecteurs de ces données-là dans SatDump. Au début, c'était à titre entre guillemets privé, mais quand même public, et si quelqu'un voulait l'utiliser, il n'y avait juste pas de support. Hein. Mais au final, dans la version 2, on s'est dit que ce serait sûrement plus intéressant de l'intégrer directement. Et donc, avec tous les changements qui ont été faits, maintenant il suffit de prendre le fichier, de le glisser dessus, et ça fonctionne. Il n'y a plus besoin de faire le bazar d'avant, qui était de le traiter comme un enregistrement IQ pour le mettre dans le bon module. Enfin, c'était vraiment... Si on ne savait pas le faire avant, c'était compliqué. Maintenant, c'est simple. Et surtout, c'est officiellement supporté dans SatDump, c'est plus juste une fonctionnalité d'à côté. Oui, je vois, ne t'inquiète pas. Ensuite, un autre aspect qui a pas mal changé, c'est la manière dont les données et entre guillemets sous-programmes qu'on peut mettre peuvent être mis dans SatDump. Donc par exemple avant, chaque grosse fonctionnalité qui était une forme de programme à l'intérieur de SatDump directement était dans un onglet différent, etc. Là maintenant, tout est dans une seule interface, ce qui permet en fait d'avoir un truc beaucoup plus modulaire. Donc en fait, avant, si je voulais par exemple rajouter une fonctionnalité, disons recorder, ou en faire une nouvelle version pour optimiser la DSP, j'étais bloqué, j'étais obligé de changer totalement et ça embêtait tout le monde. Alors que là, je peux simplement en rajouter une deuxième version et puis l'utilisateur choisit laquelle il veut rajouter, c'est beaucoup plus modulaire et donc voilà. Bon, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais accélérer un petit peu quand même. Et donc ensuite, la manière dont ça se fait aujourd'hui, c'est une arborescence. Donc on peut voir que à la place d'avoir le système de projection qu'on peut voir un petit peu ici, qui était assez peu flexible, maintenant on peut simplement glisser les différents layers qu'on veut mettre là-dessus et puis ensuite, disons que c'est une interface beaucoup plus universelle, donc encore une fois j'accélère un petit peu. Ensuite, sinon, comme il est maintenant possible d'avoir ce genre d'outils, il y a des fonctionnalités en plus dans SatDump. Bon, certaines qui sont plus pour moi, mais que je laisse quand même disponibles. Donc, par exemple, il y a la possibilité de générer des luttes, donc plutôt pour la partie composite. Il y a également, moi, ce que je fais quand je fais du reverse engineering, c'est que je regarde directement donc avec des matrices de bits comme ce qu'on voit ici, les données brutes, c'est parce que le faire visuellement est beaucoup plus simple. Sauf que les outils existants, quand on leur met 50 gigas de données d'un seul passage, ils ont un peu de mal, pour être gentil. Donc j'en ai fait un moi-même. Oui. Donc maintenant, il y en a un dans SatDump que j'utilise moi, qui a des fonctionnalités plus spécifiques pour par exemple le traitement des données CCSDS, etc., qui maintenant est disponible et s'intègre d'ailleurs très bien dans la nouvelle interface. Et comme pour ceux qui connaissent aussi GNU Radio, disons que parfois il y a des défauts quand même, et ça devient un peu compliqué à utiliser pour certaines choses que je fais, surtout au niveau des performances. Donc j'ai fini par décider de refaire un équivalent moi-même dans SatDump directement. Bon, le but c'est pas de le remplacer totalement, hein. C'est pas la même chose, c'est plus que là, ça me permet de tester ce que je fais moi directement. Et en plus, c'est une très bonne manière de développer ce genre de trucs pour trouver les bugs. Ensuite, en restant un peu sur la partie DSP, alors là, c'est juste un test, mais c'est pour dire que dans ce qui va arriver, il va y avoir une optimisation très importante qui va permettre, alors qu'actuellement, sur un PC standard, on peut à peu près faire environ 6-8 mégas QPSK en direct. Là, par exemple ici, c'était sur mon PC portable et j'étais capable de traiter 47 mégas en QPSK en temps réel. Donc c'est juste un test, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est pour dire que ça va s'améliorer. Et j'aurais un dernier point dont je parle, c'est que pour une fois ça marche, mais le gros problème qu'il y avait avant, alors là ça paraît un peu bête puisqu'on voit juste deux interfaces synchronisées, mais en fait c'est l'idée justement, c'est que pour la partie des stations automatiques, l'utilisation à distance jusqu'à maintenant se faisait soit en CLI et on pouvait rien toucher en temps réel, ou en GUI mais il fallait passer par un VNC ou un TeamViewer ou un truc comme ça. Là je mets directement dans SatDump, donc c'est pas encore public et c'est pas fini, tout un système qui permet de gérer une instance de SatDump qui tourne en remote via différents protocoles réseau directement dans SatDump de manière totalement fluide, sans avoir les problèmes habituels de passer par un autre système, etc. Et je ne vais pas avoir le temps là, mais il est également prévu pour toute la partie de gestion de stations, de réseau de stations. Il y a également tout un travail que j'ai fait là-dessus qui permet d'énormément améliorer tout ça et de l'automatiser beaucoup plus qu'avant. Mais je crois que je ne vais pas avoir le temps puisqu'il reste... c'est bien 3 minutes qui restent en fait.
Ah oui, donc c'est bon en fait. Non, je regardais l'heure. Oui. Bon. Bon, et puis bon, sinon là, c'est encore une autre image de Canopus, et puis voilà. Bon, je pense que de toute façon, comme il risque d'y avoir des questions, je vais quand même m'arrêter là, et y a-t-il des questions? Tu dors quand? Quand est-ce que tu dors? Jamais, c'est une bonne réponse ou pas? Et du coup, on nous indique sur le chat que la photo que tu avais, c'était une photo du port d'Askut dans Israël, je crois bien, tout du genre. Oui, celle-là, je sais, Voilà. celle-là, je le savais, celle-là, on l'a Donc trouvée. 7,3. Ok, je passe l'info. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question concernant le flux vidéo qui est envoyé par QO100, par Oui. exemple. Est-ce qu'il est possible de le décoder avec SatDump? Oui, il est possible de le faire. Alors, le seul truc à savoir, c'est que... Alors, il y a un démodulateur DVB-S, pas S2, totalement fonctionnel dans SatDump, qui peut être utilisé pour, par exemple, la réception de l'ISS ou de QO100 quand il y a du DVB-S. Ouais. Il y a un démodulateur DVB-S2 dans SatDump également. Si on sait l'utiliser, qui peut démoduler le QO100 sans problème. Le seul truc, c'est que lorsque je l'avais implémenté, il avait été implémenté pour décoder majoritairement le GRB des satellites GOES américains et l'Imariaway Cast au Japon. Et donc, j'avais sauté certaines parties de la spécification et surtout celle qui fait que ça se verrouille automatiquement. Donc, si on lui dit exactement quel mode code il faut utiliser, ça marche très bien. Mais il va falloir attendre un petit peu avant que ce soit automatique. Mais c'est toujours prévu, c'est juste, il y a tellement de choses à faire que ce sera quand j'en aurai besoin, on va dire, je pense. Merci. Bon. Oui, vraiment, il y a une question. Question de newcomer ou de bleu. Aujourd'hui, à l'état actuel, maintenant que les NOAA se sont arrêtés, c'est quoi les satellites les plus faciles et les plus rigolos Les météores. Les météores, le même matériel qu'avec les NOAA, il faut une trentaine d'euros de matériel et ça se reçoit très simplement. C'est pas qu'on. Voilà. Donc 137. Avec un simple. Oui, 137 mégas, juste un V-dipôle et un RTL SDR, et puis ça suffit largement. Et au-dessus, Au-dessus, sinon, alors là, c'est environ une centaine d'euros de matériel, ce qui est quand même toujours très raisonnable. La bande L et la bande S se font très simplement aussi. Et là, il y a les METOP, il y a Arctic Weather Satellite, il y a encore une fois les météores, mais avec beaucoup plus d'informations. Il y aura bientôt Electro, qui nous permettra de voir les images enfin de l'Europe depuis que grâce à EUMETSAT, on n'a plus le LRIT depuis Météosat. Ça, il l'aurait été en 2018 pour des raisons, longue histoire aussi, mais... Voilà. Super présentation. Merci. Donc on va passer à la... Apparemment, il y avait encore une question. Accord en mode uplink pour envoyer des données à un satellite. J'ai pas... Accord en mode uplink pour envoyer des commandes. Alors, j'ai pas vraiment compris la question. Est-ce que c'est prévu un jour de mettre un mode uplink pour envoyer Ah des oui, commandes à alors il y en a déjà actuellement. C'est juste que la difficulté, c'est que pour le Plink, généralement, c'est du spécifique. Donc il y a certains trucs que j'ai faits qui sont déjà dedans, il y en a certains qui vont être publics dans pas très longtemps, et il y en a d'autres, à moins qu'on me le demande ou que quelqu'un le fasse, ça ne sera pas fait, parce que généralement sur le Plink, il y a un peu plus de travail à faire quand même. Mais bon, oui. C'est accessible. Oui, ça devient de plus en plus simple. Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter. Merci beaucoup, Alain. Oui. La prochaine.